Moi, j'ai assisté au 4e atelier, donc ce n'est pas moi qui vais faire les restitutions des 3 premiers. Donc, atelier 1, la résidence idéale, le point de vue des structures d'accueil. Je vais passer tout de suite la parole. Bonjour tout le monde. Alors la table ronde, qui d'ailleurs était rectangulaire, s'est penchée sur ce qui est incontournable en partant du principe qu'il n'y a pas de contraintes. Mais bon, finalement, les contraintes sont arrivées. Il est apparu qu'il faut un lieu spécifique en fonction de la résidence, parce que voilà, il y a des desiderata et puis aussi des critères, et qu'un lieu de vie, donc le lieu de création, mais il y a aussi envisagé le lieu de vie qui est lui-même un autre projet. Et surtout, il faut d'abord, avant tout, dans une résidence, qu'il y ait un projet artistique bien défini, ce qui va, duquel vont découler les moyens en fonction. Le sujet est revenu très souvent, c'est l'importance cruciale de l'accueil, hein, savoir accueillir les résidents, et surtout savoir les accompagner. Alors ça ne veut pas dire les aider à se brosser les dents, hein, c'est pas ça, mais c'est bien comprendre ses attentes, et en même temps, bien définir une sorte de cahier des charges, un accord qui est pris entre l'auteur résident et puis la structure. Gérer aussi les spécificités de ces résidents en fonction de leurs habitudes, des fonctionnements différents de chacun, et puis voir aussi en quoi la notoriété de la résidence peut influer sur le choix des candidatures, parce qu'il y a des résidences qui portent des noms, on va dire, à forte notoriété, ce qui n'est pas forcément significatif de ce qu'est la résidence, mais qui ont tendance à attirer plus de monde que d'autres. Il y aura peut-être un petit rééquilibrage à faire là-dessus. Et se dégagent donc 3 espaces, un espace littéraire dans lequel on écrit, un espace chambre dans lequel on vit, et un autre espace qu'on peut partager, qui peut être aussi l'espace extérieur. Hein. On parlait d'Andaï tout à l'heure, il y a les arbres. Et comment habiter aussi ces différents espaces et les articuler. Et enfin, le territoire, il existe effectivement des territoires sans lieu, c'est-à-dire des territoires sans lieu d'habitation. Et là, l'auteur est appelé à choisir où il veut résider. Ça existe. Pour ça, il faut trouver des partenaires dans le travail de la création de la résidence, savoir aussi ce qu'on attend de la résidence, hein, la résidence en projet du Bouscat notamment, et qu'il y a bien sûr des limites quand il n'y a pas de lieu de résidence sur place. C'est posé aussi la question, qui est un petit débat là-dessus, sur du rendu et du non-rendu, c'est-à-dire la contrepartie. À savoir qu'un auteur ou une autrice qui a la chance d'être intégré et accepté dans une résidence fait ce qu'on appelle de la médiation. Alors le mot aussi fait débattre. Hein. Voilà, dans quelle proportion on peut demander cette contrepartie. C'est pas du donnant-dedans, hein, mais bon, voilà. Parce qu'il faut justifier un temps de travail en contrepartie. Et bien sûr, ce qui ressort de tout ça, c'est que la dimension de vie est essentielle, qu'il faut créer une véritable aventure ensemble, le mot a été prononcé, et que l'humain prime surtout, sur la structure, sur les techniques. Ce qui veut dire aussi, de la part des structures, ne pas forcément toujours aider les mêmes personnes, parce qu'il y a peut-être des gens qui candidatent en permanence à droite à gauche, donc veiller à ça aussi. Donc l'idéal, c'est de proposer, de moduler, de s'adapter, savoir comment on aménage aussi un lieu, hein, l'architecture a été évoquée, et comment on habite, au sens, alors, le mot a été prononcé, comment on habite son projet d'écriture, mais aussi comment on habite le lieu. Et d'où l'utilité de faire cette fameuse convention de résidence et de bien mettre tout noir sur blanc pour qu'il n'y ait pas de contestation possible. Et pour terminer, 2 choses ont été évoquées. C'est il arrive qu'il y ait des séjours longs, comme l'a dit Donatien Garnier ce matin. Est-ce qu'on pourrait les fragmenter? Donc ça dépend aussi des structures et des modes de financement, comme le CNL. Et le second aspect, c'est... alors bien sûr qu'on quitte un quotidien pour s'inscrire dans quelque chose d'intime. Comme l'a dit l'autrice ce matin pour enfants, dont le nom m'échappe, désolé. Mais est-ce qu'on peut aussi faire venir sa famille le week-end? Voilà, ça c'est des questions qui ont été évoquées. Alors c'est possible, mais c'est un accord aussi encore à prendre entre les différentes parties. Voilà. Merci. Est-ce que vous pouvez vous
Pardon? Est-ce que vous pouvez vous présenter avant de prendre la parole? Ah ben je l'ai déjà pris, c'est le moment. Ah oui, je suis Pierre Chavot, je suis auteur, voilà. Mais je ne suis jamais allé en résidence. J'ai jamais demandé. Ben voilà. Donc, Philippe Rousseau, j'étais dans l'atelier numéro 2, je suis auteur, et puis je suis également aussi président d'une association d'auteurs de théâtre, qui a une présence sur le territoire national. Et moi, je suis président de la délégation Nouvelle-Aquitaine, les EAT, écrivains associés du théâtre. Donc, le retour que je vais faire sur cet atelier, tout d'abord, après l'atelier, une discussion informelle qui a marqué le fait qu'on avait apprécié ce temps de rencontre qui était concret, qui avait de l'écoute, qui a permis des propositions, qui a permis de la conversation. Et un des marqueurs de la qualité de notre atelier est que des auteurs ou des autrices qui n'avaient jamais participé à ce type de rencontre, qui n'ont jamais candidaté, eh bien, ont reconnu ou prendre la parole dans une assemblée comme ça pour la première fois. Et pour moi, c'est un marqueur de la qualité de l'écoute. 8 points dans la synthèse que je vais vous faire. Alors, un premier point que j'ai appelé l'altérité. Beaucoup d'expressions qu'il y ait de l'échange, des rencontres, des retours avec d'autres artistes ou avec d'autres professionnels, type éditeurs, etc. Que la médiation, alors on y reviendra plus tard, mais que la médiation pouvait aussi également rentrer dans ce temps de confrontation avec l'altérité. Et on a rappelé que 30% de médiation maximum en incluant le temps de préparation. Ce n'est pas 30% de temps de présence en présentiel face au public. La résidence du Moulin de Lezay a été citée pour l'exemple de l'accompagnement d'auteurs. Et en même temps, il y avait un souhait de solitude, mais si je l'ai mis ensemble, c'est qu'il y avait un désir d'alternance entre des moments où on pouvait déconnecter, où on pouvait revenir à l'écriture en solo, et savoir que l'on allait retourner dans une confrontation, dans une rencontre avec l'altérité. J'ai noté quand même certains mots qui ont été associés à solitude. Je cite « solitude un peu triste » ou à un moment donné « laissé à soi-même ». Notez aussi une différence entre l'obligation de résultat et quelque chose qui serait de stimulation d'un lancement d'un travail, de mettre au travail. Soit de co-construction de l'ensemble de la résidence, et en particulier, ou par exemple, des temps de médiation, avec la structure accueillante et également avec ses partenaires. Co-construction de ces temps dans leur contenu, mais également dans leur temporalité. Est-ce que c'est égrené tout au long de la résidence ou est-ce que c'est au tout début pour dégager de la liberté après? À voir. En tout cas, à co-construire en amont. Une des propositions aussi pour une résidence idéale, c'est des rencontres avec des environnements, des personnes qui seraient inspirantes. Alors ça pouvait être des environnements campagne, etc. Ça pouvait être des personnes ou des rencontres. Et une autre idée qui décline de ça, c'est des idées de parrainage. Que la résidence permette à la personne en résidence de rencontrer des aînés, des artistes aînés qui puissent parrainer avec tout ce que ça inclut comme concept. Une autre idée de résidence idéale, c'est que la résidence légitime en tant qu'auteur. Deuxième point sur la durée. Expression, Donatien Garnier l'avait dit ce matin, et ça a été redit, d'une difficulté avec les résidences non sécables et dont les temps ne sont pas choisis. Alors évidemment, il y a une différence entre les auteurs papa-maman et les auteurs qui ne le sont pas, par exemple, parce qu'effectivement, deux arguments contre les résidences longues, c'est la famille, avoir et légitimement envie, besoin de revoir ses enfants, de revoir son conjoint. Mais également un deuxième argument, c'est la stimulation, la production apportée par l'aller-retour entre l'immersion dans la résidence et le retour chez soi, qui permet une prise de recul par rapport au temps de résidence. Et du coup, cela finalement augmente le temps consacré à chaque projet. Une autre idée dans la résidence idéale liée à ce thème de durée, c'est fractionner le temps. Donc à la fois une durée plus longue, par exemple 2 semaines de présence,
plusieurs fois sur un semestre, sur une année. Ce qui a amené à utiliser le mot de compagnonnage, qui évidemment est un autre dispositif, mais qui peuvent être rapprochés à cet endroit-là. Il a été aussi question des financements, pour dire que la bourse, alors d'une part il a été dit que pas de résidence sans financement, ça a été affirmé assez clairement. Il reste maintenant à définir quel est le montant minimal de ce financement-là. Et il a été dit que ce financement ne devait pas couvrir seulement le temps de résidence finalement, parce que le temps de résidence ne suffisait pas à écrire ce pourquoi on était venu. Donc il a été dit 1 600 € c'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc des chiffres ont été avancés, donc ces 1 600 € là, 3 000, 3 500 en faisant référence à la bourse CNL Théâtre. En tout cas, il y a une réflexion sur les financements. Est-ce que ces financements devraient être liés à un niveau d'études, à une qualification? Qu'est-ce qu'on attend? À quel niveau d'études, quelle expérience on pourrait prêter à un auteur? Comment fixer ce niveau minimal de financement? Quatrième point, la maison. La description de la maison d'accueil, du lieu de vie. Alors, une des personnes dans mon association, qui n'était pas là aujourd'hui, mais en fait, après avoir décrit la maison qui pourrait accueillir dans une résidence, elle s'est dit, finalement, c'est ma maison que je décris. Donc, un confort simple, fonctionnel, un environnement permettant la contemplation, des endroits conçus pour à la fois avoir des moments privatifs, à la fois pour la vie privée, ne pas se laver les dents avec quelqu'un dans la même salle de bain, et puis pouvoir travailler solo en solitude, et des endroits de convivialité pour aller rencontrer les autres personnes, éventuellement les autres artistes en résidence, mais aussi des autres personnes. Il a été aussi évoqué la résidence en externat. Je continue avec le lien justement entre sa maison, là où on habite au quotidien, et la résidence. Ce lien a été fait finalement plusieurs fois. Alors en boutade, c'est moi qui l'ai fait, j'ai dit que la résidence idéale pour moi en fait c'était ma maison. Mais en tout cas, il a été exprimé la nécessité d'un aller-retour entre ces deux environnements. Je l'ai exprimé tout à l'heure avec la durée. Ça s'est exprimé en disant que le temps de résidence ne couvre pas tout le temps de l'écriture, qu'on commence dans la résidence et on écrit, on finit à la maison, et que la bourse de résidence, ça je l'ai dit aussi dans les financements, devait couvrir aussi un temps donc en aval de la résidence. Un autre point, clarté de l'accueil, clarté du contrat, de la convention. Donc besoin de clarté de l'attente du lieu accueillant. Donc ça rejoint ce que vous disiez quant au projet artistique précis. Mais également toute la logistique, est-ce qu'il faut emmener ses draps, est-ce que je vais partager ma salle de bain, etc. etc. Il a été exprimé aussi d'intégrer le déséquilibre de fait entre les auteurs et l'institution et les personnes qui les représentent. L'appel à projet peut donner un lien de subalterne entre celui qui lance l'appel à projet et celui qui y répond. Alors, il n'y a pas que des lieux qui font des appels à projet, mais les autres lieux, finalement, proposent à des auteurs de venir, et ça peut créer un lien de subalterne, même si les intentions sont bonnes, intégrer le fait d'avoir une position qui serait celui du dominant et celui du dominé. Même si ces mots peuvent faire peur, il faut tout simplement les prendre comme... quelles que soient les intentions de la personne, on est bien dans une relation qui peut être déséquilibrée et l'intégrer. Il a été aussi exprimé la difficulté des liens entre les différents partenaires sur le territoire. Par exemple, l'expression dans un territoire de l'absence des libraires, l'expression que des partenaires n'avaient pas lu, ne savaient pas qui ils accueillaient, et l'expression même que des fois, en fait, ils accueilleraient un prof, un animateur social, un auteur ou je ne sais qui, finalement ce serait la même chose. Et que ce n'est pas forcément les compétences d'auteur qui sont attendues ou qui sont utilisables et utilisées dans l'intervention. Dernier point, c'est que j'ai intitulé, en faisant référence à la formation tout au long de sa vie, résidence tout au long de sa vie. Et alors là, quatre points dans ce 8e et dernier point. Déconnexion entre l'écriture d'un projet et le temps de résidence. On écrit un projet, on répond à un appel à un projet à l'année X, à l'année N, et on est en résidence d'écriture à l'année N+2.
Et ça, le projet est déjà écrit, ou bien on n'en a plus envie, et cette temporalité peut tuer le désir. À l'inverse, des réponses des fois tardives font qu'on avait candidaté pour l'année N+1, et puis finalement, le temps que la réponse arrive, on est parti ailleurs, dans d'autres projets, et cette temporalité peut être handicapante. On a noté la nécessité d'un temps de discussion en amont, très en amont, entre les deux partenaires, qui pourrait mener à une convention coécrite et non pas imposée par un lieu. Et pour terminer, cette notion de résidence idéale peut changer dans le temps de sa carrière et de sa vie personnelle. On a des enfants, on n'a pas des enfants, on a des projets plusieurs projets, on démarre dans sa carrière, etc. D'où l'idée de co-construction, une construction à la carte, de demander à l'avance les besoins. Est-ce que vous avez besoin de temps? Est-ce que vous avez besoin de rencontres? Est-ce que vous avez besoin d'accompagnement? Etc. Et à l'inverse, du côté de l'auteur et de l'autrice, exprimer ce dont on a besoin, ce dont on a envie. Est-ce qu'on a besoin de temps? Est-ce qu'on a besoin de rencontres? Est-ce qu'on a besoin d'accompagnement? Est-ce qu'on a besoin de solitude? Je vous remercie. Bonjour, donc moi je suis Hélène Glaise, la directrice du livre de l'ALCA, et c'est pas ce nom-là que je vous parle là maintenant, c'est parce que le troisième atelier tournait autour de la présentation de l'ouvrage de l'ENSIV qui parlait des résidences artistiques en bibliothèque, et dont plusieurs contributeurs sont d'ailleurs ici présents dans la salle. Voilà, donc cet atelier a évidemment parlé du contenu de l'ouvrage et a abordé les thèmes suivants qui étaient d'abord la nécessaire impulsion politique au départ et la question de bibliothèque et lieu de création. On n'a pas l'habitude d'aborder les bibliothèques autour de cette question de la création. Et de plus en plus de bibliothèques aujourd'hui accueillent des résidences. On en a balayé quelques-unes pendant l'atelier et en effet, elles sont multiformes et elles sont de plus en plus nombreuses. Il y a des points communs comme ça qui sont ressortis sur les projets, qui étaient donc l'impulsion politique nécessaire, l'implication totale de l'équipe et de l'ensemble de l'équipe, la nécessité du projet artistique et du projet culturel sur le territoire, avec un projet qui devait être pensé en amont sur l'ensemble du territoire avec l'ensemble des partenaires avant le temps de cette résidence. Je vais très vite parce que je sais qu'on a un temps assez réduit. Avec quelque chose qui remontait aussi de l'ensemble des participants, qui était de dire qu'il fallait que ce temps de résidence soit complètement intégré à la politique culturelle et à la politique d'animation de la bibliothèque, mais plus largement à la politique culturelle du territoire. Et que c'était comme ça qu'elle prenait forme de la meilleure manière. Et puis, là aussi, cette question de la restitution, de la trace laissée ou non. Est-ce qu'il fallait laisser trace? Certains disaient non, certains disaient que ce n'était pas le propos. Voilà, donc ce questionnement est arrivé également. Il y a eu beaucoup de questions pendant l'atelier, cette question de l'hébergement et comment on fait. Une bibliothèque, en général, n'a pas d'appartement dans ses locaux. Et puis cette question aussi du temps long ou du temps perlé ou du temps fragmenté de la résidence, avec ce questionnement sur aujourd'hui les auteurs, pour de multiples raisons, ne peuvent pas rester 2 mois, etc. Donc voilà, donc il y a eu aussi ces questionnements qui rejoignent finalement ce que vous avez dit avant. Voilà, et pour terminer très très rapidement, voilà, la résidence en bibliothèque, ce que ça provoque chez l'auteur, c'est abordé dans l'ouvrage, mais ce que ça provoque chez l'auteur d'être en résidence, l'auteur ou l'artiste, d'être en résidence dans la bibliothèque, ce que ça provoque sur le territoire, ce que ça provoque dans l'équipe, avec cette implication et cette volonté de travailler en amont sur le projet artistique, et surtout ce que ça provoque sur le lien entre la bibliothèque, puisque là c'était le propos, le lien entre la bibliothèque et ses partenaires et ses différents publics. Et que du coup la résidence de création dans une bibliothèque crée un lien particulier entre cette bibliothèque qui est un lieu, comme on connaît bien maintenant, 3e lieu ouvert sur la population, largement ouvert dans les horaires, voilà, avec une capacité d'évolution, etc. Mais aujourd'hui, voilà, la création dans la bibliothèque et ce que ça provoque dans son lien au territoire. Voilà. En fait, c'est Chloé qui va faire
Le contrôle du quatrième. Sous le contrôle de Pascal Jourdain. Alors moi j'étais effectivement à l'atelier numéro 4, le groupe exploratoire pour un réseau national des résidences de création. C'est donc la 3e année que ce groupe se réunit. Et les membres du groupe ont bien insisté pour dire que ça ne faisait pas 3 ans qu'ils se voyaient régulièrement, mais que c'était une réunion par an. Et donc c'était l'occasion de faire un bilan de leur première réunion et surtout d'envisager la suite de ce groupe exploratoire. Donc un petit rappel sur la naissance de ce groupe, si j'ai bien tout suivi. Il est parti d'une envie commune d'échanger entre organisateurs de résidences, avec très vite un bilan et des objectifs qui se dégagent, mettre en commun les réflexions et les enjeux communs, et un besoin qui se fait jour immédiatement. Quelle voie collective porter pour mettre en avant, mettre en partage les réflexions déjà de cette comment se structurer et quel acte fondateur mettre en œuvre et comment pour pouvoir avoir un petit peu de visibilité et devenir un interlocuteur crédible, notamment auprès du CNL, des DRAC, des partenaires institutionnels. Donc pour l'instant, 7 personnes se sont réunies régulièrement depuis 3 ans. Et leur objectif aussi, c'est que d'autres structures les rejoignent petit à petit, que ce soit des structures déjà professionnalisées ou des structures nouvelles, émergentes, qui pourraient être un petit peu en tutorat, qui pourraient être soutenues par des structures existantes déjà. Donc il y a cette idée de transmission entre structures qui paraît importante pour le groupe. Peu importe un petit peu la structure justement d'accueil, que ce soit une agence du livre, une association, une structure financée par le département ou autre, les points communs sont nombreux. Les partages de défaillances et de faiblesses de ces structures entre elles, bien sûr, pas du tout pour se taper les uns sur le dos des autres, hein, juste pour arriver à voir quels outils et quels leviers on peut utiliser quand on est en difficulté, comment se soutenir entre structures. Voilà, ce réseau est aussi un réseau d'entraide, de solidarité et une façon de sortir de l'isolement. Alors, un texte a été écrit par ce groupe de travail qui s'appelle « Résidence pas secondaire ». Ce texte, alors je vais vous en lire deux, trois extraits. Je vais vous donner l'émission si je les retrouve parce que je me suis très bien organisée dans mes feuilles, je crois. Hop. Non. Vous avez le texte lui-même. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Donc il y a l'émission, il y en a 3 principales: affirmer le soutien à la création littéraire. Il a été question de est-ce qu'on parle uniquement de texte, d'écriture ou pas, donc c'est texte et illustration. Se positionner comme professionnel et force de proposition auprès des institutions et des autres professionnels, et animer un espace de réflexion, d'échange de pratiques et d'émulation. Donc pour cela, la rédaction d'un texte fondateur, méthode et calendrier de travail restent à fixer. Clarifier la sémantique des différents types d'accueil, puisqu'on en a parlé déjà ce matin, et puis tout au long de la journée, les résidences sont protéiformes. Et obtenir un rendez-vous avec des institutions et des acteurs du livre. Et donc là, on arrivait en fin de discussion à cette problématique. Comment se faire identifier? Est-ce qu'il faut un nom? Est-ce que le nom qui est un titre en fait suffit? Comment se faire entendre sans devenir une structure juridique fermée, ce qui n'est pas visiblement souhaité pour le moment par une partie des membres en tout cas, qui préférerait rester collectif, autonome, voilà. Et puis la nécessité de se revoir et éventuellement d'agrandir le réseau, enfin pas éventuellement d'ailleurs, c'est un souhait assez fort qui a été émis, faire en sorte que d'autres structures et d'autres résidences rejoignent ce noyau dur originel de 7 personnes. Voilà.
Donc je suppose que Pascal, vous souhaitez compléter. Je peux dire peut-être que, parce qu'on m'a invité à venir là, je vais quand même dire quelque chose du coup. Ce groupe de travail, je crois qu'il est vraiment entièrement lié à ces journées d'études, puisque la première fois qu'on s'est réunis et qu'on a discuté, c'était sur l'invitation de Maya Soulas et de la Maison des Écritures à Lombez, qui était en fait cette première journée d'études des lieux de résidence. Puis il y en a une deuxième, puis cette troisième. Donc on a, je crois, travaillé en parallèle sur la nécessité, puisqu'on s'est rendu compte dès le début qu'il y avait une attente de notre part et des partenaires avec qui on avait commencé à discuter, d'avoir une sorte de collectif qui nous permette et de réfléchir et de se positionner ensemble. Donc je crois que c'est important peut-être d'être là aujourd'hui et de manifester publiquement pour la première fois tout ce qu'on a évoqué, tout ce qu'on a élaboré pendant ces séances de travail, sans être dans le secret pour autant, hein, parce que je crois qu'on l'a beaucoup partagé avec, je regarde Aimé, on l'a beaucoup partagé avec nos partenaires et d'autres structures. Et je crois qu'on peut essayer de partager ça vraiment de manière beaucoup plus large aujourd'hui. Peut-être juste pour terminer, dire que là on était une vingtaine à ce groupe, qu'on a l'impression, les 7 personnes qui avaient travaillé depuis ce début il y a 3 ans, que c'était pas retombé comme un soufflet. C'est avec Nadine qu'on s'est dit ça, on dit bon, c'est bien parce que ça évoque de suite auprès d'autres structures, celles qui étaient là, une envie de continuer, un désir de mettre sa pierre, de continuer à échanger. Et je trouve que c'est vraiment très encourageant. Donc on s'est d'emblée dit qu'il y a un moment, il fallait vraiment constituer un acte fédérateur, pas fédérateur, un acte fondateur, fédérateur aussi, et de ne pas trop traîner pour le faire. Et donc on s'est proposé de faire tourner ce texte, dont tu as lu quelques extraits, et de le faire signer par les gens qui le voudraient, tout en y apportant des amendements, des réflexions, parce que c'est pas du tout fermé, c'est complètement ouvert. Et deuxième chose, c'est qu'en entendant ce qui vient d'être dit là sur la résidence idéale, j'ai l'impression que ça peut être aussi des pistes de travail pour cette fédération ou réseau ou groupe que seraient les lieux de résidence. Je crois qu'on a beaucoup de choses à apprendre, qu'on doit se nourrir des expériences des uns et des autres, et que ça peut aussi être un axe de travail que d'essayer de réfléchir ensemble, par exemple, à des sortes de conventions copartagées. Je trouve ça très intéressant, ces pistes-là qui ont été lancées. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose, intervenir, ou est-ce qu'on clôture ? L'heure est tenue, je crois. Je sais qu'il y en a qui doivent partir, donc on va essayer de ne pas trop déborder. Je vais s'il y a besoin de... Le texte va être envoyé aux participants. Par email, ouais, aux participants. Oui, aux porteurs de résidence. D'accord. Je peux ajouter une information. Donc j'ai dit que j'étais adhérent et président des EAT, écrivains associés du théâtre. Il y a eu également depuis 1 an les états généraux des écrivains du théâtre qui ont travaillé sur plusieurs sujets. Et il y a eu une commission sur la résidence idéale aussi. Alors, j'aurais voulu amener aujourd'hui leur synthèse, mais elle n'est pas faite, donc je ne l'ai pas amenée. Mais je peux quand même dire que ça va se faire, que cette synthèse va être transmise au ministère de la Culture et à d'autres partenaires, et donc elle me sera aussi transmise, et ça peut être un document de travail aussi avec vous, avec la spécificité que ce sont des auteurs de théâtre qui ont fait cette synthèse. Mais... Merci beaucoup. Quelles sont les prochaines étapes, en fait, avant la 4e journée nationale d'études Alors justement, la 4e journée nationale d'études aura lieu à la Villa Yourcenar en décembre 2020. Voilà, entre-temps, ce qui est prévu, alors je suppose des tas de choses sur tout le territoire, mais peut-être que quelqu'un souhaite... C'était uniquement à propos du texte, à propos de ce texte-là, votre question? Non, mais je veux dire, quand vous parlez de conventions à partager, d'outils, de ressources, etc., bon, on a le temps.
Il y a une éventuelle réponse. Laurent. Oui, je vais essayer de parler fort. Pascal, tu as parlé ce matin, ça me revient, de la question de se fédérer. Je voulais juste rappeler qu'il existe déjà des structures que vous pouvez utiliser, et notamment la Fédération interrégionale du livre et de la lecture, qui peut aussi être un lieu où les structures régionales pour le livre, d'ailleurs, débattent de ces questions-là, et peut-être que c'est pas la peine de réinventer une usine à gaz. Il y en a déjà une qui fonctionne super bien. Mais c'est alors, je vais reprendre le micro. Ou celui-là, comme ça. Ah oui, si ça marche. Non mais regarde, ça a été un des motifs de discussion tout à l'heure, c'est quelle structure adopter. Est-ce qu'il faut créer effectivement une usine à gaz? Est-ce qu'il faut garder une structure très souple qui serait le collectif, et que petit à petit ce collectif se renforce juridiquement en quelque sorte? En même temps, on voit bien, et on nous a alerté là-dessus, Carole nous a alerté là-dessus, attention, si on n'agit pas de manière très structurée au départ, on peut aussi diluer le propos et ne pas se rendre suffisamment visible. Donc tout ça est en débat, et je pense que on va envoyer à toutes les personnes qui... Je crois qu'on va avoir la liste de l'ensemble des personnes inscrites, et toutes les personnes qui le souhaitent. Après, je pense qu'on peut très bien transmettre ce texte-là, qui n'est qu'une base de travail, qui demande évidemment à être complétée. Et je crois qu'une simple signature de ce texte-là, une fois validé avec ces amendements, pourrait servir d'acte fondateur à quelque chose qui n'est pas encore structuré juridiquement, mais qui à partir de là peut commencer à travailler ensemble. Et est-ce qu'il faut habiter une autre structure déjà existante, en créer une je ne sais pas. Ce sera l'objet, je pense, de nombreuses séances de travail. Moi, je voudrais rebondir là-dessus, justement, juste pour vous dire qu'au niveau régional, du coup, en effet, il va se passer des choses, en tout cas, on l'espère, que ALCA, et au nom d'ALCA, vraiment, on vous remercie tous d'être venus participer à cette journée, et toute l'équipe s'est impliquée. Voilà, donc merci beaucoup aussi à Chloé d'avoir animé cette journée. Pour ce qui est, en tout cas, de la politique régionale, et en tout cas des prochaines étapes, en attendant la prochaine journée nationale, il y a des réflexions en cours. Il y a un groupe de travail sur les lieux de résidence dans la région qui est en train de se monter. Il y a le petit fascicule qu'on a essayé de monter assez rapidement. Il y a des réunions qui vont avoir lieu. Il y a une réflexion aussi sur un projet de bourse ALCA, voilà, sur lequel on est en train de réfléchir, sur lequel on vous tiendra au courant évidemment, parce qu'on va le construire aussi avec le réseau des lieux dans la région. Voilà, donc il y a aussi des choses qui vont se faire au niveau régional. Et en effet, les structures régionales pour le livre sont aussi là pour accompagner et réfléchir à des modalités d'intervention de la force publique, justement en s'alimentant de ces réflexions-là, voir comment un dispositif peut être le bon quand on entend, voilà, et quand on entend la vie des auteurs, la vie des structures, voilà, c'est tout l'intérêt de ces journées-là. Et donc, je voulais vous remercier beaucoup d'y avoir participé. Merci à toutes et à tous pour la contribution.